La phytothérapie, c'est la médecine fondée sur les extraits de plantes et les principes actifs. Donc, quand on parle de phytothérapie, c'est cette science-là qui étudie les principes actifs des plantes naturelles. Donc, voilà ce que c'est que la phytothérapie. Au niveau du Cameroun, nos recherches ont apporté beaucoup de résultats. Déjà, notre structure existe depuis bientôt 11 ans. Et depuis 11 ans, nous faisons beaucoup de travail sur le plan de la recherche et sur l'accompagnement. Parce que, vous savez, la phytothérapie, c'est toute une science hyper complexe. Et au Cameroun, on a beaucoup de chercheurs qui existent, qui font un travail formidable. Dans notre domaine, il y a très peu d'entreprises qui accompagnent les chercheurs. Donc, hormis nos travaux de recherche, notre structure a accompagné déjà plusieurs entreprises qui évoluent dans le domaine de la phytothérapie, dans le domaine de la naturopathie au niveau du Cameroun. Sans vouloir citer les noms, bien sûr, nous faisons un travail très formidable. Au niveau du Cameroun aussi, on a plusieurs fois été lauréat de plusieurs compétitions au niveau national, au niveau régional aussi. Nous avons eu déjà ce privilège-là de représenter le Cameroun lors du Commonwealth en 2013, où nous avons remporté le premier prix, prix de la Reine d'Angleterre. Ça, c'était en 2013. À l'époque, on travaillait sur la cancérologie. Et nous avons mis sur pied un produit dénommé Detox Plus, avec lequel nous avons compétit et avons remporté le premier prix de la Reine d'Angleterre. Ça, c'était en 2013. Donc, nous avons continué nos travaux comme ça. À l'heure actuelle, nous avons mis sur pied plus d'une vingtaine de médicaments à base des plantes naturelles, donc qui carrent exactement dans le domaine de la phytothérapie. Et nos recherches nous ont poussé à arriver aujourd'hui à mettre sur pied 2 médicaments qui ont fait leur preuve contre la COVID-19. Donc, voilà jusqu'à quel niveau nos travaux se situent. Et on ne s'arrête pas à ça. On continue à travailler et on espère être capable de pouvoir servir notre pays autant que nous pourrons. S'il faut parler des patients atteints de COVID-19, nous comptons près de 250 patients qui avaient été testés positifs, qui ont été soignés et par la suite qui ont été testés négatifs. Ok. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, nous avons une très bonne nouvelle de toute une famille que nous avions prise en charge. Et le papa m'a appelé aujourd'hui pour me confirmer que le résultat est sorti et il est négatif pour toute la famille. Et hormis ça, vous devez savoir, beaucoup de personnes aujourd'hui sont à la recherche des médicaments à titre préventif. Oui, il y a beaucoup de personnes, c'est ce qu'ils recherchent. Donc, dans ce cas-là, quand on combine ceux qui ont pris le traitement, que ce soit à titre préventif ou à titre curatif, on avoisine 900 personnes qui ont pris le médicament. Et pour ce qui est des résultats, dans le cadre des traitements, pour ceux qui sont infectés, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun patient qui a suivi le traitement chez nous et qui n'a pas eu de bons résultats à la fin. L'autre chose que nous avons de particulier, c'est que aucun de nos patients ne présente même les symptômes pendant le traitement. C'est-à-dire, on a des personnes qui arrivent avec des problèmes très compliqués déjà, avec un stade très avancé. Et lorsqu'ils sont pris en charge chez nous, dès le lendemain, tout le monde est OK. Et c'est plutôt nous qui demandons aux patients de ne pas se limiter au fait que les symptômes aient disparu, d'aller au thème du traitement. L'autre chose aussi, c'est que pour ceux qui ont pris le traitement à titre préventif,
aucun de ces patients n'a été infecté. Et vous devez savoir, plus de 75% des patients qui viennent prendre des médicaments à titre préventif sont des personnes qui se sentent vraiment exposées. Donc, c'est des personnes qui sont surprises de ne pas être même infectées. Parce que c'est des personnes qui sont exposées, soit dans le cadre du travail, ils se sont retrouvés en train d'être envahis par d'autres personnes qui étaient testées positives. Et voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on peut dire en termes de résultats sur notre travail. Ok, ça, c'est une question qui revient toujours. Déjà, vous devez savoir aussi, les chercheurs travaillent comment? Les chercheurs travaillent sur la base des hypothèses. Ça, il faut le savoir. C'est pas comme si vous dormez et dans la nuit, vous avez une révélation d'un médicament qui va soigner, non? On travaille sur la base des hypothèses. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Donc, quand on a affaire à une pathologie comme la COVID-19, on fait une étude d'abord de ce virus, comment ce virus se comporte, comment il se déploie dans le corps, comment d'abord on concrète le virus, comment il se déploie dans le corps, comment il se comporte une fois qu'il est dans le corps. Et à partir de ça, on commence à voir quels sont les principes actifs qui peuvent aller à l'encontre du déploiement du virus dans le corps. Voilà sur quelle base nous commençons notre travail. Et une fois qu'on a un protocole que nous jugeons capable d'apporter des résultats au moins à 20-25%, on passe donc justement aux essais cliniques. Maintenant, il faut savoir, les essais cliniques aussi, c'est autre chose. Hein. C'est un vaste champ, oui, mais qui est quand même réparti en plusieurs phases. Dans un cas comme celui de la COVID-19, avant même de commencer les essais cliniques, nous nous sommes retrouvés dans une situation où on était débordés par les patients. Donc, du coup, on a des personnes qui ont commencé à prendre le médicament avant même qu'on ait fait des analyses. On avait des personnes qui avaient commencé à prendre le traitement et qui avaient même déjà des résultats qui étaient positifs. Il y a des personnes qui ont même commencé à prendre le médicament alors qu'on était encore à la première phase de recherche. On n'avait même pas encore la formule finale, mais c'est des personnes qui sont avec nous depuis, ce sont nos patients, ils nous font confiance et ils appelaient, Doc, tu n'as pas encore trouvé quelque chose? Et ils ont commencé le traitement. C'est quand on avait atteint quelque chose comme 250 patients qui avaient consommé le produit, c'est-à-dire ceux qui prenaient à titre préventif ou à titre curatif, qu'on a engagé la première série de ces cliniques qui consiste donc à faire des analyses de toxicité. Okay. Le traitement que nous avons mis sur pied pour le protocole préventif, la durée du traitement est de 9 jours. Et pour le protocole curatif, la durée est de 27 jours. Donc pour le protocole préventif, nous devions faire les tests de toxicité aiguë. Nous avons fait les tests de toxicité aiguë à l'INPM, qui est l'institution, je vais dire, hors échelle au niveau du Cameroun. Oui, parce que c'est le laboratoire de l'État. Donc nous avons fait nos analyses de toxicité à l'INPM. Nous avons eu les résultats. Je crois que je les ai même avec moi ici. Nous avons eu des résultats, c'était très bon. Et par la suite, il fallait faire les tests de toxicité subaiguë. Parce que quand on a un médicament qui va déjà à près d'un mois, il faut faire les tests de toxicité subaiguë. Parce que les tests de toxicité aiguë, c'est pour une courte période, maxi 14 jours. Et très souvent, même on va à 7 jours seulement. Donc, quand un traitement va au-delà de 14 jours, il faut faire les toxicités subaiguës. Donc, c'est à ce niveau que nous sommes en ce moment. Sauf qu'avec mon équipe de travail et des personnes que je ne vais pas citer le nom aussi, et si nous avons jugé nécessaire de continuer les analyses au niveau de la faculté de médecine. Parce que avec la faculté de médecine, nous avons l'avantage que nous allons travailler en même temps sur le plan des analyses cliniques et de l'autre côté, nous allons travailler sur le côté scientifique
et le côté médicinal du produit. Donc, les autres analyses, pour le reste des essais cliniques, nous allons les continuer à la faculté de médecine. Les équipes sont déjà mises sur pied. Le travail a commencé. Mais au moins, avec les résultats que nous avons déjà, ça démontre que nos patients ne courent aucun risque en consommant le produit. Ça, et de l'autre côté, vous devez savoir, pour les essais cliniques, il y a tellement de paramètres en jeu. Mais on fait souvent très vite d'oublier qu'il y a une différence entre le protocole imposé à la pharmacopée, registre à laquelle nous appartenons, et le protocole qui est opposé à la médecine conventionnelle. Donc actuellement, nous allons crescendo, tout en espérant que d'ici très peu, nous pourrons atteindre le sommet. Donc c'est un peu ça. Oui, ça c'est aussi une question que beaucoup de personnes posent. Actuellement, nous ne pouvons pas encore dévoiler les différents composants de notre médicament, tout simplement parce que le médicament n'est pas encore protégé, la formule n'est pas encore protégée. Et beaucoup de personnes font souvent ce qu'on dit communément au quartier, mettre la charrue avant les bœufs. Ça veut dire que vous allez faire breveter un produit qui n'a pas encore, sur le plan scientifique, atteint le stade où on peut le mettre sur le marché ou alors à la disposition des gens. Parce que, regardez une chose, on a fait les toxicités aiguës, c'est très bon. Et on peut se décider aujourd'hui d'aller breveter le produit. Et lorsqu'on va faire les toxicités subaiguës, on se rend compte qu'au niveau de la toxicité subaiguë, il y a un problème. Et que le problème est dû à la présence d'une plante ou alors à la quantité, au dosage de cette plante. Ça veut dire à partir de ça, parce que les résultats sont clairs, hein, ça montre tout. Et on nous dit, OK, par exemple, je vais dire tout bêtement, vous utilisez le citron dans votre produit et la quantité de citron que vous mettez pour un flacon correspond peut-être à 60 millilitres. Et puis, ça, c'est bon pour la toxicité aiguë. Et lorsque vous faites la toxicité subaiguë, on vous dit, si le même médicament est consommé 28 jours d'affilée, 2 fois par jour, alors les 60 millilitres de citron deviennent toxiques pour le corps. Il faut réduire, par exemple, à 40 millilitres. Si vous avez déjà breveté le produit, ce brevet ne vous sert plus à rien. Parce que rien que la virgule que vous allez modifier sur la formule annule le brevet. Vous voyez? Donc, nous fonctionnons d'une autre manière. Nous faisons nos analyses. Quand tout est correct, nous allons donc à l'OAPI pour breveter le produit. Et lorsque la formule est maintenant brevetée, à partir de ce moment, nous pourrons donc donner ouvertement les différentes composantes du produit. Même sur le plan des composantes chimiques du produit, phytochimiques du produit, ça, c'est pas un problème. Je sais que beaucoup de consommateurs ont hâte de voir les composantes pour être rassurés, mais on demande ici aux consommateurs d'être patients. C'est juste encore pour une courte période, peut-être 2 mois, on aura fini avec le reste d'analyse et tout sera disponible. Oui. Déjà, à mon niveau, à ma compréhension de la chose, je ne sais pas s'il y a vraiment un problème. Ce que nous avons observé avec l'Afrique et la pharmacopée africaine, c'est quoi? C'est que beaucoup d'acteurs de la pharmacopée africaine veulent fonctionner, je dirais peut-être dans le désordre. Peut-être que certains vont me traiter des gros durs, mais je dirais peut-être dans le désordre. Mais vous savez, quand on veut faire quelque chose de bien, il faut respecter une certaine réglementation. Alors, même nous qui évoluons dans la médecine naturelle, nous devons apprendre à respecter
les normes de la chose. Je pense que jusqu'ici, ce que l'OMS nous demande, c'est de respecter un certain nombre de choses. Et peut-être qu'il faudrait que les chercheurs scientifiques et les acteurs de la pharmacopée africaine essayent de respecter ces normes. La difficulté parfois même est au niveau des gouvernements de nos pays. Parce que j'ai très souvent vu, parfois dans des conférences, dans des séminaires, où on se rend compte que c'est plutôt ceux qui nous encadrent qui sont plus rigides. Ça veut dire, quand on parlait de cette clinique, par exemple au niveau de la pharmacopée africaine, et que vous avez une institution qui est censée vous encadrer, et qui voit plutôt cette clinique comme si on parlait de la quinine, comme si on parlait du paracétamol, voilà à quel niveau les gens sont souvent butés. Donc pour moi, quand on lit le protocole de l'OMS sur la pharmacopée africaine et les essais cliniques, moi j'ai souvent tendance à dire que ce sont des choses qui sont faisables. Faisons d'abord. Et après, on verra si on a tous les résultats et que l'OMS veut se constituer comme étant une barrière. Mais on ne peut pas ne pas être capable d'avoir le minimum d'informations pour rassurer le consommateur et penser que c'est l'autre qui est dû. J'ai vu souvent des collaborateurs qui disent le remède naturel n'a pas d'overdose. C'est faux. J'ai des médicaments que si vous débordez la dose, c'est même mortel. D'autres personnes pensent qu'il n'y a même pas un problème au niveau des posologies. Ça aussi, c'est faux. J'ai eu déjà un cas, vraiment, excusez-moi, j'ai eu un cas d'un patient qui a pris un médicament, enfin une gamme de médicaments, de produits. Parmi les produits, il y avait un produit qui se prenait par voie anale. Et lui, il l'a pris par voie orale. Il s'est réveillé après 3 jours à l'hôpital. C'est des réalités. Il ne faut pas qu'on soit là toujours en train de penser que la phytothérapie, c'est une science. Et quand on parle de science, on parle d'études fondées. Donc, je pense que les acteurs de la pharmacopée africaine doivent connaître déjà quelles sont leurs obligations, quels sont leurs droits dans leur domaine. Et à partir de là, moi, je sais jusqu'à quel niveau on peut m'imposer des analyses. Je sais ce qu'on ne peut pas me demander de faire. Je sais ce qu'on peut m'imposer de faire. Et je m'arrange à mettre sur table ce qu'on me demande de faire et ce qui m'est imposé de manière normale. Mais si on veut aller avec moi au-delà de ça, et à ce moment-là, je dirais donc qu'il y a un blocage et je commencerai par chercher qui est à l'origine du blocage. Donc pour moi, jusqu'ici, c'est pas un problème. Vous allez au ministère de la Santé, il y a tout un département de la médecine africaine. Mais le problème parfois, c'est si vous allez là-bas, on ne sait pas s'ils savent même ce qu'ils ont à faire, s'ils savent quelles sont leurs obligations. Je pense que c'est le problème que nous rencontrons beaucoup plus dans la pharmacopée africaine, l'éducation dans le domaine. Il y a des personnes qui font de très bons médicaments, mais qui ne connaissent même pas le nom des plantes qu'ils utilisent. Et lorsque vous voulez que l'État parle de vos médicaments, parce que c'est ce que tout le monde demande, tout le monde dit, OK, il faut que l'État prenne mon produit. Si vous voulez que l'État parle de vos médicaments et que vous n'êtes même pas capable de donner les noms des produits, des plantes que vous utilisez, c'est un problème. Or, le médicament, il est bon. Vous soignez des gens avec. Mais lorsqu'il faut avoir peut-être l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, il y a tout un tas de choses qu'on va demander. Et il faut que les acteurs de la pharmacopée soient à mesure d'apporter quand même le minimum de ce qu'on demande et que maintenant les institutions qui sont chargées d'accompagner ce secteur puissent prendre la relève. Donc moi, c'est ce que je pense de... Oui. Ok, la stratégie de riposte du coronavirus au Cameroun. En fait, ce qui manque au Cameroun et ce qui manque partout. Les institutions qui sont chargées de la santé des populations ont beaucoup plus consacré de l'énergie dans le traitement des maladies plutôt que de prévenir
les maladies. Ça, c'est ce qui se passe partout dans le monde. Et ça, c'est le problème réel. Alors, quand on fait face à une situation comme celle de la COVID-19, qui est une nouvelle version du virus, et qui se retrouve en train d'être vraiment une pandémie, tout le monde est submergé. Et là, on se retrouve face à une situation où on n'a pas prévu quoi faire si telle ou telle chose se produisait. Et c'est ce qui arrive dans tous les pays dans le monde entier. Et pour ce qui concerne le Cameroun, pour mettre la COVID-19 hors d'état de nuire dans notre pays, on doit revoir le système de fonctionnement du ministère de la Recherche scientifique. Ça, c'est ce que je pense. Le ministère de la Recherche scientifique, je pense que demande beaucoup. Nous avons été invités à une conférence interministérielle il y a environ un mois. Et lorsqu'il fallait faire des recommandations, nous nous sommes rendus compte que le ministère avait beaucoup plus de recommandations, beaucoup plus de demandes que nous-mêmes les chercheurs scientifiques. Parce que nous voulons que le ministère soit capable de produire tel résultat. Nous voulons que le ministère, mais vous dites, le laboratoire du ministère ne peut pas apporter ces résultats. Donc, et qu'est-ce qui se passe? On fait justement comme on a l'habitude de faire. Ça veut dire on est face à une pandémie et au lieu que ce soit les chercheurs scientifiques qui soient en train de travailler pour la lutte contre cette pandémie, on a beaucoup plus les médecins qui sont en train de travailler. Et le travail du médecin, c'est quoi? C'est diagnostiquer une pathologie et prescrire un médicament. Mais s'il n'y a pas de médicament, il prescrit quoi? Et qui fabrique le médicament? Ce n'est pas le médecin. Le médecin ne fabrique pas de médicaments. Au Cameroun, l'institution royale qui devait être en train de travailler sur la situation de la COVID-19 au Cameroun devait être le ministère de la Recherche scientifique. Maintenant, l'autre problème qu'on retrouve donc, c'est quand on arrive au ministère de la Recherche scientifique, combien de personnes sont véritablement des chercheurs scientifiques qui peuvent travailler sur la question. Ça, c'est ce qu'il faut. Et la deuxième des choses, c'est les chercheurs scientifiques qui sont des chercheurs indépendants, comme moi par exemple, je suis chercheur indépendant. J'aimerais bien que les portes du ministère nous soient grandement ouvertes. Quand je dis les portes du ministère nous soient grandement ouvertes, ce n'est pas comme si quand je vais là-bas, on ne me reçoit pas. Je suis reçu. Mais si le ministère avait un système d'accompagnement des travaux de la COVID-19 qui soit pris en charge par le budget du ministère, croyez-moi, nous serons très, très avancés aujourd'hui. J'ai commencé mes analyses au ministère de la Recherche scientifique, à l'INPM. La première facture s'élève à 1 400 000. Et là, on ne parle que des tests de toxicité. Ça ne dit même pas de quoi est composé le produit. Ça ne dit pas si le produit peut soigner. Ça dit juste que votre produit ne peut pas tuer quelqu'un. Vous êtes à 1 400 000. Ça, c'est une facture officielle. Et après, la prochaine facture va être élevée à combien? Ainsi de suite. Je crois que voilà les différents blocages que nous avons. Sinon, vous allez remarquer dans la mouvance, il y a beaucoup de personnes qui ont déclaré avoir trouvé le remède. Déjà à la conférence interministérielle, je n'étais pas seul. Nous étions 6 chercheurs scientifiques qui avaient été identifiés par l'État. Nous n'étions pas seuls. Donc voilà des médicaments qui ont été découverts. Mais la question c'est, même après la conférence interministérielle, qu'est-ce qui se passe? On comprend juste que peut-être le ministère de la Recherche scientifique n'a pas assez de possibilités pour pouvoir nous accompagner. Ou alors, on fait face à la lenteur habituelle que nous avons dans notre pays. Je me dis,